Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce dimanche 27 octobre. À Tripoli, le calme précaire revient après une nuit violente. Le bilan d'une semaine d'affrontements entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab et-Tebene s'élève désormais à 10 morts et une soixantaine de blessés. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, attendu lundi à Damas pour préparer la conférence de Genève. Sur le terrain, l'OIAC annonce que le régime a transmis son programme de destruction d'armes chimiques. Nouveau bain de sang en Irak, une dizaine d'attentats à la voiture piégée ont fait une cinquantaine de morts et plus de 100 blessés à Bagdad et à Mossoul, dans le nord du pays. Et à suivre également dans ce journal, le scandale des écoutes de la NSA. La presse allemande rapporte que Barack Obama savait depuis 2010 qu'Angela Merkel était espionnée par l'agence de sécurité américaine. Depuis bientôt une semaine, Tripoli vit au rythme de violents combats nocturnes suivis d'un calme précaire pendant la journée. Ainsi, les affrontements ont cessé ce matin entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab et-Tebene. Les tireurs embusqués maintiennent toutefois plusieurs axes de la ville dans leur ligne de mire. Selon les médias locaux, une personne est tombée sous les balles des francs-tireurs ce dimanche. Depuis le début des accrochages lundi dernier, 3 habitants du quartier de Jabal Mohsen et 6 de Bab et-Tebene ont été tués. Les habitants de Tripoli dénoncent l'inaction des responsables face aux violences dans la capitale du Nord, qui ont également fait une soixantaine de blessés. Et puis la situation à Tripoli, également au cœur du sermon dominical du patriarche maronite Abkelke. S'adressant aux groupes armés, Ahmad Bshara Boutros-Ghali, il leur a dit de craindre Dieu. Il a également appelé Dieu à venir en aide à l'armée libanaise déployée dans la capitale du Nord pour qu'elle arrive à désarmer ceux qui s'affrontent. Le chef de l'église maronite a par ailleurs exhorté les responsables libanais à former un gouvernement et à adopter une nouvelle loi électorale dans les plus brefs délais. Il s'appelle Radi Darwish. Ce nouveau-né est officiellement le premier Libanais sans appartenance religieuse. Sur son registre d'état civil, cette mention est en effet rayée. Né le 30 septembre, Radi est le fruit de l'union de Nidal Darwish et Khouloud Soukariye, les 2 premiers Libanais à avoir contracté un mariage civil au Liban. Les heureux parents ont publié une photo du registre d'état civil de Radi sur les réseaux sociaux. Le mariage civil du jeune couple libanais en novembre dernier avait fait un énorme tapage médiatique. Reconnu et validé par les ministères de la Justice et de l'Intérieur, il a été enregistré dans les registres d'état civil en avril 2013, une première au Liban. Georges Ebrahim Abdallah entame sa 30e année en prison. Des dizaines de personnes ont tenu un sit-in devant l'ambassade de France à Beyrouth ce dimanche pour réclamer sa libération. Ancien chef des fractions armées révolutionnaires libanaises, Georges Ebrahim Abdallah avait été arrêté à Lyon en 1984, puis condamné à perpétuité pour complicité dans les assassinats de 2 diplomates, un Américain et un Israélien. C'était à Paris en 1982. À présent âgé de 62 ans, il a vu ses 8 demandes de libération conditionnelle rejetées. Il y a quelques jours, plusieurs parlementaires français ont adressé une lettre ouverte à François Hollande pour lui demander la libération de celui qu'ils décrivent comme le plus vieux prisonnier d'Europe et sans doute le plus vieux du monde. L'ambassade de France au Liban a publié un communiqué ce dimanche en réponse à un article du quotidien El Akhbar dans lequel son directeur de la rédaction, Ebrahim El-Amin, accuse notamment la mission diplomatique française de servir de siège au parrainage d'actions terroristes. Des accusations démenties de façon catégorique par l'ambassade qui dénonce des allégations extrêmement graves, dangereuses et mensongères. Le communiqué rappelle par ailleurs l'engagement constant de la France dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Un engagement pour lequel elle a payé un lourd tribut, comme vient de le rappeler le 30e anniversaire de l'attentat du Drakkar le 23 octobre dernier, qui avait coûté la vie à 58 soldats français. L'émissaire international pour la Syrie en visite à Téhéran, Lakhdar Brahimi, s'est entretenu avec le président iranien Hassan Rouhani. Il estime naturel et nécessaire que l'Iran participe à Genève 2. Lors de cette conférence internationale déjà reportée plusieurs fois, Moscou et Washington espèrent réunir des représentants du régime et de l'opposition pour mettre fin au bain de sang en Syrie. Lakhdar Brahimi est d'ailleurs attendu à Damas demain dans le cadre de sa tournée pour préparer la conférence de Genève.
Il s'agira de sa première visite en Syrie depuis décembre 2012. Le chef de l'État iranien a pour sa part affirmé que l'expulsion des groupes terroristes de Syrie représente un premier pas vers un retour au calme, mais aussi la poursuite de l'aide humanitaire et la destruction des armes chimiques. Hassan Rouhani a également appelé à la tenue d'élections libres en Syrie pour que les Syriens puissent décider de leur avenir. Sur le terrain, l'Organisation pour la destruction des armes chimiques a annoncé que la Syrie s'est conformée à la date butoir pour soumettre son programme d'armes chimiques. L'OIAC a reçu en temps et en heure la déclaration formelle de Damas, déclaration qui permet d'établir les plans pour une destruction systématique, intégrale et vérifiée de l'arsenal chimique du régime, ainsi que des installations de production et d'assemblage. Les experts de l'OIAC ont déjà inspecté 19 des 23 sites contenus dans cette déclaration. La résolution 2118 du Conseil de sécurité de l'ONU ordonne la destruction de l'arsenal syrien d'ici la mi-2014. Et puis, toujours sur le terrain, Médecins sans frontières demande la levée du blocus humanitaire. Selon l'ONG, la mobilisation politique massive autour de la question des armes chimiques, soulignée par l'attribution du prix Nobel de la paix à l'OIAC, doit immédiatement être appliquée à l'accès humanitaire dans le pays. Un reportage signé MSF. Il y a bien eu en août dernier une attaque à l'arme chimique en banlieue de Damas et elle a déclenché une activité diplomatique intense. En moins d'un mois, la communauté internationale a obtenu du président syrien qu'il s'engage à détruire son arsenal chimique. Sur le terrain, l'équipe MSF basée dans la région d'Alep réagit. Le coordinateur du projet à Alep ainsi que le reste de l'équipe a proposé de faire un article pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis de la population de Ghouta à Damas et aussi vis-à-vis de la population en général en Syrie qui subissent des bombardements quotidiens et massivement. On trouve qu'il y a une situation absurde. D'un côté, il y a une communauté internationale et notamment la Russie qui est capable d'imposer au gouvernement syrien la destruction de leur arsenal chimique, mais en même temps cette communauté internationale et notamment la Russie est incapable d'imposer au gouvernement syrien l'acheminement de l'aide humanitaire dans le Ghouta à Damas, où il y a des dizaines de milliers de populations qui sont bloquées sans assistance humanitaire. L'attaque à l'arme chimique du mois d'août marque le franchissement d'un palier dans l'horreur. Mais les négociations diplomatiques n'abordent que timidement la question de l'aide à l'ensemble de la population syrienne. Depuis le début du conflit, le gouvernement syrien bloque toute aide humanitaire régulière, en tout cas, qui passe par Damas vers les zones sous contrôle de l'opposition armée, notamment dans les gouvernements de Alep, Idlib et Al-Raqqa. MSF est l'un des acteurs rares qui travaille dans les zones contrôlées par l'opposition et qui tente d'assurer l'accès aux soins généraux et global à cette population qui vivent en zone rebelle. Mais MSF ne peut pas prétendre qu'on couvre le besoin médical de toute cette population. Dans les pays frontaliers de la Syrie, 2 millions de réfugiés sont eux aussi dépendants de l'aide humanitaire pour survivre. Dans un instant, nous ferons le point sur l'opération militaire Hydre, une semaine après son coup d'envoi au Mali. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Nouvelle journée sanglante en Irak. Une série d'attentats a fait au moins 37 morts à Bagdad et plus de 70 blessés. La capitale irakienne prise pour cible avec l'explosion d'une dizaine de voitures piégées dans des quartiers à majorité chiite. Et puis à Mossoul, dans le nord du pays, au moins 12 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée contre une banque où des soldats irakiens faisaient la queue pour retirer leurs soldes. Une vingtaine de personnes ont été blessées dans cette attaque. Les affrontements intercommunautaires se sont intensifiés en Irak avec la guerre civile en Syrie voisine. Les violences ont fait plus de 600 morts depuis début octobre. Conseil des ministres hebdomadaire en Israël, Benjamin Netanyahou a réitéré son appel à accroître les pressions contre l'Iran et son programme nucléaire. Car selon le Premier ministre israélien, Téhéran continue ses opérations d'enrichissement de l'uranium en parallèle aux négociations menées avec les grandes puissances. L'Iran assure que son programme reste uniquement civil. Israël, considéré comme la seule puissance nucléaire de la région, voit pourtant dans ce programme une menace pour son existence.
Selon les médias israéliens, Netanyahou redoute que Washington accepte d'alléger les sanctions imposées à Téhéran en réponse à l'offensive de charme lancée par Hassan Rouhani, et cela même sans réelle concession de la part de l'Iran. Barack Obama savait depuis 2010 que le portable d'Angela Merkel était mis sur écoute. C'est du moins ce que rapporte le quotidien allemand Bild am Sonntag, qui cite des sources des services secrets américains. Selon le journal, le président américain en avait été informé depuis 2010 par le chef de la NSA, l'agence de sécurité américaine. Le Spiegel, de son côté, dit disposer de documents de la NSA, selon lesquels la chancelière allemande figurait sur une liste d'écoute depuis 2002. Elle était encore quelques semaines avant la visite d'Obama à Berlin en juin dernier. À la suite des révélations sur l'ampleur des écoutes américaines, Berlin a convoqué l'ambassadeur des États-Unis, un geste inhabituel entre alliés. Les récentes révélations ont poussé les dirigeants européens à exiger de Washington un nouvel accord sur la collecte de renseignements. Objectif, préserver leur alliance tout en poursuivant la lutte contre le terrorisme. L'armée française a diffusé des images de ses forces militaires présentes au Mali. Elles sont notamment engagées dans l'opération Hydre. Déclenchée dimanche dernier, cette opération regroupe environ 1500 soldats français, maliens ou issus de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali. Son objectif, éviter les résurgences des mouvements terroristes. Les groupes djihadistes ont en effet repris leurs attaques dans le nord du territoire malien fin septembre. En 3 semaines, une dizaine de personnes, des civils et des militaires, ont péri dans ces violences. Sur le plan politique, les négociations de paix entre Bamako et les groupes Touaregs sont toujours en cours. Des législatives sont prévues fin novembre. Journée de vote en Géorgie qui s'apprête à tourner la page Saakashvili. Les Géorgiens sont aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président. En tout, pas moins de 23 candidats, dont Giorgi Margvashvili, le candidat de la majorité soutenu par le Premier ministre. Il a toutes les chances de l'emporter, peut-être même dès le premier tour. De récents amendements constitutionnels ont considérablement amoindri la fonction présidentielle. L'enjeu numéro 1 pour la Géorgie, c'est le rapprochement avec l'Europe. Critiqué pour son style autoritaire et la guerre désastreuse avec la Russie en août 2008, Mikhail Saakashvili avait mis le cap à l'ouest et lancé de nombreuses réformes pour redresser l'économie et endiguer la corruption. Durant son mandat, les relations diplomatiques avec Moscou ont été interrompues. C'est son 4e titre d'affilée de champion du monde de Formule 1. L'Allemand Sébastien Vettel remporte le Grand Prix d'Inde et entre dans l'histoire. À 26 ans, le pilote de l'écurie Red Bull devient le plus jeune quadruple champion du monde. Reste encore quelques tours de piste à parcourir pour égaler le record de son compatriote Michael Schumacher, 7 fois champion du monde. Red Bull remporte également son 4e titre consécutif chez les constructeurs devant Mercedes et Ferrari. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Tripoli, le calme précaire revient après une nuit violente. Le bilan d'une semaine d'affrontements entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab el Tebene s'élève désormais à 10 morts et une 60aine de blessés. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Lardar Brahimi, attendu lundi à Damas pour préparer la conférence de Genève. Sur le terrain, l'OIAC annonce que le régime a transmis son programme de destruction d'armes chimiques. Nouveau bain de sang en Irak, une dizaine d'attentats à la voiture piégée ont fait une 50aine de morts et plus de 100 blessés à Bagdad et à Mossoul dans le nord du pays. Et puis, scandale des écoutes de la NSA, la presse allemande rapporte que Barack Obama savait depuis 2010 qu'Angela Merkel était espionnée par l'agence de sécurité américaine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain, 16h40, heure de Beyrouth, pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent site de programme sur notre antenne et bonne soirée.